Et nous sommes aujourd'hui avec Eva Morletto, correspondante en France de Grazia Italie, et Richard Verly, correspondant du site d'information suisse Blick. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et ravi de vous retrouver sur le plateau du 64. Alors nous sommes à une semaine, jour pour jour, des élections européennes. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, retour sur cet incident cette semaine à l'Assemblée nationale en France. Le député LFI, Sébastien Delogu, a brandi un drapeau palestinien. C'était en pleine séance de questions au gouvernement. On regarde tout de suite la séquence. La France va continuer, madame. La France... Monsieur Delogu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. C'est inadmissible. Voilà, et scène similaire en Italie, à la Chambre des députés. Des élus du mouvement 5 étoiles ont brandi des drapeaux palestiniens et des drapeaux symbolisant la paix. Ils demandent au gouvernement italien de reconnaître l'État de Palestine. Alors en France, ce geste, il a été lourdement sanctionné. Eva Morletto, qu'en est-il en Italie? Est-ce qu'il y a eu des réactions aussi vives qu'en France et des sanctions? Alors, il n'y a pas eu de sanctions au niveau du gouvernement. Après, bien évidemment, il y a eu, par contre, des réactions de la part des citoyens et des représentants politiques. Et il faut dire qu'il y a aussi cette loi, comme pour les Palais Bourbon, comme l'article 70 du Palais Bourbon, c'est-à-dire qu'il ne faut pas exposer des drapeaux. Mais là, ça va bien au-delà de cette question formelle, je veux dire. Et surtout, la gauche, avec le mouvement 5 étoiles et le Parti démocratique, sont en train d'utiliser la question palestinienne comme outil politique pour s'en sortir aux européennes mieux que les autres, vu comment elle est cotée, Giorgia Meloni, dans les sondages. Et puis, si vous voulez, le ministre des Affaires étrangères a remis une question que beaucoup de leaders européens se posent face à cette exposition des drapeaux palestiniens, c'est-à-dire et toute la gauche demande de reconnaissance de l'État de Palestine. Et d'ailleurs, cette scène s'est vérifiée après que l'Espagne, la Norvège et l'Irlande ont reconnu l'État de Palestine. Ils veulent que l'Italie reconnaisse aussi et ils font pression sur George en dénonçant une inaction. Auquel il réagit le ministre des Affaires étrangères en disant nous, on n'est pas dans l'inaction, mais on ne peut pas avoir Hamas comme interlocuteur. C'est quelque chose que beaucoup de leaders européens se posent comme question et c'est le vrai nœud de cette problématique. Et c'est effectivement le nœud. Alors en France, la séance a été suspendue. Le député LFI écope de la plus haute sanction prévue par le règlement de l'Assemblée nationale. Il est exclu de l'hémicycle pendant 15 jours. Richard Verly, c'est la présence d'un drapeau en général qui pose problème ou c'est spécifiquement parce qu'il s'agit du drapeau palestinien, selon vous? C'est évidemment parce que derrière le drapeau palestinien, il y a l'ombre du Hamas. Mais d'une manière générale, l'article du Code de l'Assemblée nationale, il stipule qu'on ne peut pas brandir un signe politique, quel qu'il soit. Dans ce cas de figure, moi je trouve que c'est un acte éminemment politique de brandir un drapeau. Bien évidemment, c'est en infraction par rapport au règlement, mais après tout, quelquefois, il faut faire des infractions au règlement. Dans ce cas de figure, je trouve que la sanction est quand même très lourde. 2 semaines d'expulsion. S'il avait brandi, par exemple, le drapeau du Vanuatu pour protester contre la montée des eaux, la sanction n'aurait peut-être pas été la même. On peut même se poser la question si c'est le drapeau d'Israël qui avait été brandi après le 7 octobre, est-ce qu'il y aurait eu le même type de sanction? Mais je dirais, ça c'est... En tout cas, moi je différencie le geste politique qui a été celui du député dans l'hémicycle de ce qui s'est passé après, en dehors de l'hémicycle. Vous le savez, c'est-à-dire cette bataille de chiffonniers avec des insultes verbales inacceptables de la part d'un député de la France Insoumise à l'égard de Meyer Habib, le député de droite très pro-Netanyahou. Ça, c'est le spectacle le plus affligeant. Le drapeau palestinien, c'est un acte politique en infraction à un règlement. Personnellement, je ne suis pas plus que ça choqué. Alors, il y a eu en tout cas beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. La présidente de l'Assemblée a même dû, vous allez le voir, publier une vidéo pour justifier ces sanctions. Et elle explique notamment dans quelles circonstances ce type de symbole peut ou non être brandi. On l'écoute. S'agissant des drapeaux dans l'hémicycle, seuls 2 drapeaux sont installés derrière moi de façon permanente. Le drapeau français, depuis 2007, auquel s'est rajouté le drapeau européen en 2008. Lorsque l'Assemblée accueille un dirigeant étranger, il est d'usage d'y adjoindre le drapeau de cet État. Ce que par contre le règlement interdit, c'est l'utilisation, notamment pendant les questions au gouvernement, à l'appui d'un propos, de graphiques, de pancartes, de documents, d'objets ou d'instruments divers. On ne peut donc pas brandir un drapeau, sortir un paquet de pâtes de son sac ou encore un gilet jaune, comme on a pu le voir par le passé.
Voilà, Yaël Braun-Pivet qui fait visiblement de la pédagogie. C'est courant qu'une présidente de l'Assemblée publie ce type de vidéo face caméra pour expliquer, pour justifier des sanctions? Mais c'est mise à point des règles et c'était peut-être nécessaire, mais ça montre aussi, je trouve un peu surréaliste cette pédagogie qui est faite par le biais de cette vidéo, parce que ça montre quand même comment les esprits sont exacerbés en ces moments et quelle est la nécessité justement de rappeler les règles un peu comme dans une cour de récré. Oui, elle a une difficulté par ailleurs, Yaël Braun-Pivet. Vous vous souvenez qu'elle s'était rendue très tôt en Israël, qu'elle avait rendu visite à des soldats de l'armée israélienne et que ses propos à ce moment-là lui avaient été amèrement reprochés car ils avaient été jugés très favorables à l'État hébreu alors que la guerre venait de commencer. Alors ensuite, il y avait eu cette très belle marche contre l'antisémitisme à son initiative et à l'initiative du président du Sénat, mais je ne pense pas que comparer un paquet de pâtes et le drapeau palestinien, ce soit très intelligent en ce moment. Et d'ailleurs, Yaël Braun-Pivet, elle avait été embarrassée puisque le 10 octobre, donc 3 jours après les attaques du Hamas contre Israël, elle avait elle-même arboré un petit pins avec voilà, on le voit là sur l'image, un petit pins avec le drapeau français et le drapeau israélien. Dans cette vidéo de pédagogie, elle y a fait allusion en expliquant qu'on pouvait porter des pins lors de commémorations ou de circonstances exceptionnelles. Est-ce que ces sanctions à Yaël Braun-Pivet, elles sont un peu à géométrie variable? Tout à fait. Après, je veux dire, un des devoirs de la politique c'est un peu comme la musique dans le sens que si on agit, le temps c'est très important, donc si on agit au mauvais moment, on risque de faire une cacophonie. Là, il y a un militant du web qui a dénoncé, qui a remarqué ce pin aujourd'hui. Elle l'avait porté le 10 octobre, à 3 jours du plus grand massacre sur le peuple juif depuis la Shoah. Ça ne me choque pas que la présidente ait pu porter un pins. Comme d'ailleurs, ça ne me choque pas qu'aujourd'hui on puisse sortir un drapeau de palestinien. Il y avait effectivement cette émotion justifiée. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque, il y avait quand même eu une pétition qui avait rassemblé plus de 250 000 signatures pour demander l'exclusion de Yaël Braun-Pivet, et qui n'avait pas finalement abouti. Alors, en réaction, le fameux député Sébastien Delegou, il a saisi la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Il l'a annoncé sur le réseau social X. Ça veut dire que cette affaire, aujourd'hui, elle est en train de prendre une dimension européenne ? Je ne crois pas trop parce que je ne vois pas tellement ce que la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, pourrait dire. Éventuellement déplorer le règlement de l'Assemblée nationale, mais c'est un règlement souverain. Encore une fois, tant que c'est de la politique et défendre la cause palestinienne, c'est de la politique, ça a sa place au Palais Bourbon. Même si c'est en infraction de règles, très franchement, je crois que là, il faut remettre les choses à leur place. Ce qui est inacceptable, c'est les insultes personnelles et je dirais la transformation d'un débat politique en un pugilat, parce que là, les députés se donnent en exemple à une population, on le sait en France, qui est tiraillée, qui est fracturée sur ces questions relatives à Israël et à la Palestine. Et pendant ce temps-là, les Européennes se préparent. On est là dans la dernière ligne droite, donc ça a lieu du 6 au 9 juin prochain. On l'a vu, cette question de la reconnaissance d'un État de Palestine, elle s'invite beaucoup dans les débats, dans les différentes classes politiques des différents pays d'Europe. Est-ce que c'est un sujet qui préoccupe les électeurs européens? Alors, certainement, c'est un sujet qui aujourd'hui fait partie du débat et c'est un sujet très clivant et qui, comme on a dit tout à l'heure, exacerbe les esprits. Après, que ce soit à la tête aujourd'hui des soucis des électeurs, je ne pense pas. Dans le sens qu'on a un moment où en fait, en gros, beaucoup de ces élections, malgré le fait que ce sont dans un spectre européen, se jouent pour les différents partis sur des problématiques internes. Ce que pour la France, ça ne change pas beaucoup pour l'Italie, c'est-à-dire des soucis de pouvoir d'achat, de lutte contre la précarité, de sécurité. Et c'est sur ça que ça se joue énormément d'enjeux de ces élections. Bien évidemment, ça peut être, comme on l'a dit tout à l'heure, être utilisé par certains partis politiques comme une sorte pour s'attribuer des lettres de noblesse, parce que ça reste une cause importante à combattre, qui est portée avant notamment par la gauche européenne. Ça peut jouer. Après, sur les résultats définitifs, je ne suis pas sûre. Alors justement, en Italie, la première ministre Giorgia Meloni, elle présente ces élections européennes comme un tournant qui va, dit-elle, permettre à l'extrême droite de s'imposer au sein de l'Union européenne. On l'écoute et on commente juste après. Pour nous, l'objectif est bien clair. Nous voulons faire à Bruxelles ce que nous avons fait à Rome il y a maintenant 1 an et demi.
Construire un gouvernement de droite aussi en Europe et envoyer de manière définitive dans l'opposition les gauches rouges, vertes ou jaunes qui ont créé tant de dommages à notre continent. Richard, on doit s'attendre à une poussée massive des partis d'extrême droite à ces européennes, comme le prédisent la plupart des sondages? Effectivement, si les sondages ont raison, oui, ce sera le cas. Dans le cas de Giorgia Meloni, je crois qu'elle recueille à peu près 27-28% des intentions de vote. Jordan Bardella, c'est entre 30 et 32%. L'AfD en Allemagne, c'est aux alentours de 20%. Vox en Espagne, Chega au Portugal. Et il y a bien sûr le maître de tous, le parrain des droites nationalistes et souverainistes, c'est-à-dire Viktor Orban en Hongrie, même s'il a quelques problèmes en ce moment avec un ancien membre de son parti qui est devenu leader de l'opposition. Oui, je crois qu'il faut s'attendre à cette poussée. Après, tout se résume à deux questions. Premièrement, est-ce que cette poussée va donner un nombre d'eurodéputés suffisant pour faire dérailler la machine au Parlement européen, c'est-à-dire constituer une sorte de majorité alternative? Là, a priori, ce n'est pas le cas. Et deuxièmement, est-ce que ces formations seront capables de voter ensemble, voire de se retrouver dans un seul groupe? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Elles sont dans deux groupes et elles ont de la peine à s'entendre. Il y a eu des mots très durs de Marine Le Pen envers Giorgia Meloni. Je serais assez curieux de savoir ce qui va se passer demain entre le RN et Fratelli d'Italia. Oui, effectivement, vous avez l'air de confirmer. C'est vrai que c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de super groupe d'extrême droite à ces élections européennes? Pour l'instant, c'est vrai qu'au sein des institutions européennes, on sent qu'il y a des divisions. Mais s'il y a ce supergroupe, ce sera surtout intéressant de voir après comment ils pourront coopérer. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on voit la position de Giorgia Meloni, on voit qu'elle danse sur plusieurs pieds. Parce que d'un côté, elle veut avoir ses rôles de construction et être leader dans ce jeu européen. On voit bien qu'elle veut être sur l'échiquier et donc assouplir aussi une partie de sa politique. On voit ça d'être assez proche, par exemple, de Ursula von der Leyen et d'être pas quelqu'un d'infréquentable. Alors que sur le groupe Identité et démocratie, on a mis une sorte de cordon sanitaire de la part des partis plus démocrates, plus centristes. On l'a pas mis vraiment sur Giorgia Meloni. Ça reste un personnage. Donc on sait que l'Italie a eu énormément d'avantages de l'Europe. C'est le pays qui est le plus bénéficiaire, l'Italie, du plan de relance européenne. Donc elle a intérêt quand même à faire le jeu européen, mais en même temps, elle continue à être très proche de la droite dure, donc de Vox, à qui elle avait souhaité de bonne chance pour les élections. Là, on a eu un cas en Italie, on a eu une jeune militante qui était emprisonnée en Hongrie et qui encore aujourd'hui, elle a porté des chaînes, c'est-à-dire elle a été détenue dans des conditions terribles pour ce qui est des droits de l'homme. Et Giorgia Meloni n'avait pas trop agi contre Orban sur cette affaire, ce qui a fait beaucoup de scandales à l'intérieur d'Italie. Donc on voit bien qu'il y a ces alliances qui continuent de rester. Comment elles seront gérées après avec les différents aspects, on ne sait pas. Alors en tout cas, côté électeurs, les choix ne sont pas encore tout à fait faits. En France, il y a beaucoup d'indécisions à une semaine du scrutin, et notamment chez les jeunes électeurs. Regardez ce reportage de notre consoeur de France 2, Béatrice Gelot. Dernière ligne droite pour tous les candidats aux élections européennes, de Toulouse à Marseille, en passant par Anglet et Aubervilliers. Chacun jette ses dernières forces dans la bataille. Le républicain François-Xavier Bellamy essaye en Nouvelle-Aquitaine de limiter l'hémorragie de son électorat qui pourrait être tenté par le vote extrême. De son côté, Manon Aubry, crédité de 8% dans les sondages, lance un appel à la jeunesse qui avait porté Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle de 2022. Cette jeunesse pleine d'espoir, mais aussi pleine d'inquiétude. Cette jeunesse qui se mobilise pour le climat, pour Gaza, pour ses droits. Cette jeunesse, soulève-toi, réveille-toi, viens nous aider. La jeunesse aussi au centre des préoccupations de Raphaël Glucksmann. Celui qui veut être la surprise de ces élections compte sur elle. Emparez-vous de ces élections pour vous faire entendre. Munissez-vous d'un bulletin de vote. C'est votre avenir qui est en jeu. Talonnée par les socialistes et loin derrière le Rassemblement national, la candidate de la majorité appelle à un sursaut face à l'extrême droite. Si l'Europe, elle peut mourir, c'est avant tout parce que Marine Le Pen, son gendre idéal, sa nièce et tous leurs valets veulent qu'elle meure.
Le Rassemblement national est toujours grand favori des sondages. Ses soutiens n'ont aucun doute sur la victoire de Jordan Bardella. Ce sera évidemment aussi son succès. C'est le succès des militants aussi et des électeurs. Et je pense que ce sera même le succès des Français que de nous porter le plus loin possible. À une semaine du scrutin, d'autres meetings sont prévus aujourd'hui, comme celui du Rassemblement national et des écologistes. Richard Verly, les partis écologistes qui mobilisent d'habitude plutôt pas mal l'électorat jeune, seront-ils les grands perdants de ces élections européennes? A priori oui, pour une raison qu'on connaît, c'est que ce morceau très important de législation européenne qui est le pacte européen pour le climat, qui a été définitivement adopté en juin 2021, eh bien il ne passe pas. Il ne passe pas parce qu'il ne s'est pas accompagné de mesures sociales, d'explications suffisantes. Il est devenu symbole de restrictions, de contraintes, et dans une époque en plus où le pouvoir d'achat est difficile, c'est assez compréhensible. Oui, il y a un reflux anti-écolo et malheureusement la personnalité de Marie Toussaint, une très bonne eurodéputée par ailleurs, mais elle n'a pas réussi à contrebalancer ça par son charisme personnel. Et on termine donc avec une actualité qui concerne directement et indirectement la Suisse. Le journaliste suisse Darius Rochebin a interviewé cette semaine le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. C'était jeudi soir en duplex sur LCI. A-t-il eu raison? A-t-il eu tort de le faire? Ça a fait beaucoup de débats cette semaine sur les réseaux sociaux. Il y a jusqu'à 2500 personnes qui se sont rassemblées devant les locaux de la chaîne. On va regarder tout de suite un extrait de cette interview et on commente juste après. Aujourd'hui, en 2024, quoi qu'il en soit, est-ce que vous admettez qu'il y a trop de morts civiles à Gaza? Je pense qu'un seul mort civil, c'est trop, mais nous ne faisons pas de bombardements non ciblés à Gaza. On ne fait pas ce que faisaient les Alliés à Dresde. On ne fait pas de tapis de bombes à Gaza. Je ne vais pas me comparer à ce qu'on a fait par le passé, mais nous ne faisons pas ce genre de choses. Lorsqu'on va à Rafah, c'est l'équivalent du débarquement en Normandie, de leur attaque contre l'Allemagne. Et les gens diront on peut laisser intact 20% de l'armée nazie, ne rentrez pas à Berlin. C'est ça en fait qu'on fait. Voilà, bon, les comparaisons historiques sont peut-être contestables, en tout cas si les historiens s'y intéressent. Eva, Darius Rochebin a-t-il eu raison de réaliser cette interview? Mais bien évidemment, je veux dire, mais je pense que pour n'importe quel journaliste, même s'il est reconnu comme criminel de guerre, d'autant plus on a intérêt à écouter son point de vue, à écouter, à avoir des réponses et après on peut analyser ces réponses, voir si, s'il s'agissait de pure propagande, s'il a dit quelques vérités ou alors s'il a dit des mensonges. Et on voit d'ailleurs que dans cette interview, des mensonges ne sont pas manqués quand même. Quand il parle du fait qu'Israël a fait des frappes chirurgicales alors qu'on sait que les premiers jours, il y avait 1000 bombes par jour de 400 ou 900 kilos qui étaient jetées sur Gaza, peut-être c'était pas très chirurgical que ça. Quand il parle des 3200 calories, on aurait dit un nutritionniste. Et en fait, on sait très bien que l'UNICEF dénonce une famine en cours et un nourrisson sur 3 qui souffre de malnutrition. Je veux dire, il y a eu pas mal il y a eu sa vérité et il y a eu après la possibilité de contester ses vérités et donc de voir quel est le point de vue de Netanyahou et là où on peut le frapper dans ses faiblesses aussi. Mais pourquoi justement, pas hésiter? l'argument de ceux qui contestent cette interview, c'est de dire qu'il y a une faute journalistique parce que le procureur de la CPI a demandé l'émission d'un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou. Non, je crois pas du tout qu'il faut faire le lien entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une demande de mandat d'arrêt qui n'a pas encore été émise, ces mandats d'arrêt, c'est important de le redire. Et de toute façon, le rôle des journalistes, ce n'est pas d'être l'auxiliaire de la justice. Les propos que nous pouvons recueillir peuvent être éventuellement utilisés par des procureurs, ça c'est autre chose, mais on n'est pas là pour faire la justice à la place des juges. En l'occurrence, c'est très important de le rappeler, et quelle que soit l'effroyable tragédie à Gaza, Benjamin Netanyahou est le Premier ministre d'un État démocratique, le gouvernement est issu d'élections libres et la presse est aujourd'hui libre en Israël. Par contre, il y a une chose dramatique. C'est le sort des journalistes palestiniens à Gaza et des journalistes qui ont été ciblés par l'État hébreu. Ça, c'est une faute impardonnable. Voilà, et on aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup à tous les deux.